messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'émission Politique Marocaine, une émission de référence dans le domaine politique en Guinée. Aujourd'hui, nous recevons Ahmed Kourouma, vice-président du groupe, c'est-à-dire Génération pour la réconciliation, l'unité et le progrès. Monsieur Ahmed Kourouma, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais un peu parler de votre biographie. Ma biographie, je viens du monde de l'économie, j'ai une licence en économie, puis ensuite j'ai fait des études de sciences politiques, et puis j'ai commencé par travailler dans le monde de la musique. J'ai été directeur artistique et puis directeur financier de deux grands groupes musicaux, de ce qu'on appelle les major compagnies. Puis ensuite j'ai travaillé dans différentes banques et j'ai fini comme numéro 3 de la deuxième banque d'investissement autrichienne. Merci bien pour la présentation. Récemment, on a reçu la démission du gouvernement du Mamadi Ibra. Quelle est votre conception par rapport à cette actualité politique en Guinée? Écoutez, en tant qu'homme politique, je dirais que c'est un acte républicain. On s'installe un peu dans une forme de normalité de la démocratie. Il est d'usage et de coutume qu'un gouvernement sortant, lorsque le président de la République a annoncé 3 mois avant qu'il allait former un gouvernement proche du peuple, plutôt qu'il se préoccuperait des préoccupations du peuple, il est normal que le Premier ministre rende sa démission au président de la République. Ça, c'est ce qu'on appelle l'usage républicain. Bon, après, ce que j'en pense, chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Pour ma part, je pense effectivement que l'équipe qui était en place était usée et qu'il fallait Justement, quel la est le bilan? remplacer. Je n'ai pas de bilan à faire parce qu'il n'y a pas de bilan, malheureusement. Le problème, c'est que vous tirez des conclusions ou des bilans de choses qui existent. Il y a, à mes yeux, une inexistence économique ou d'initiative de réforme de la part du précédent gouvernement qui n'existe pas. Donc, je n'ai pas de bilan à tirer, je n'ai pas à en penser quelque chose de particulier. Je ne me permettrai même pas de faire des commentaires parce que, honnêtement, il a brillé par son inefficacité et puis sa léthargie. Voilà. Par rapport au travail, parce que d'après vos interventions dans les médias, vous parlez souvent que vous invitez le gouvernement à travailler. Oui. Quel est le sens du travail que vous voulez que le gouvernement mette en place pour le peuple de Guinée? Mais c'est pas le gouvernement, c'est nous tous. Là, pour le coup, il ne faut pas parler que du gouvernement. Nous devons travailler tous en commun pour l'amélioration des conditions de vie du peuple de Guinée, pour l'amélioration des infrastructures, pour le mieux-être économique, ce qui va amener le mieux-être social. Nous devons tous travailler dans ce sens-là. Moi, je ne sais pas, mais citez-moi, je le redis, mais citez-moi une réforme ou une loi sociale qui ait été votée, que ce soit par le Parlement, ou une loi sociale qui ait été prise en faveur des plus démunis, des gens qui sont dans la précarité. J'étais il y a quelques jours avec Madame Mariam Kourouma, qui est une citoyenne, entrepreneur, qui a initié un magnifique projet, c'est de distribuer de la nourriture en plein mois du Ramadan devant la mosquée Faisal. Si vous allez devant la mosquée Faisal, vous allez voir toute la misère du monde. C'est la cour des miracles. Vous vous doutez bien que pour un homme politique comme moi, numéro 2 d'un parti politique, c'est insupportable de voir ça. Donc voilà, je suis au fait et au quotidien de nos concitoyens et je constate la misère galopante. Malgré les promesses économiques. Dans ce domaine, concrètement, concrètement, je viens de vous dire ce qu'on a fait ce week-end. On a été distribuer de la nourriture pour nos concitoyens. Il y a quelques semaines ou quelques mois, on a initié, avec Junior Sacco, on a initié le ramassage des ordures sur la côte. La corniche sud de notre belle capitale. Voilà. Et à Bonfim, j'y ai grandi. Là, à Bonfim, il y a un cimetière. Malheureusement, je viens de perdre ma mère, paix à son âme. Je me suis rendu compte que le cimetière... Merci. Je me suis rendu compte que le cimetière n'avait pas ne serait-ce que de murs. C'est incroyable dans un pays comme le nôtre qu'un cimetière n'ait pas de mur. À Bonfim. Enfin, exactement, à Hermakono Mosquée. Donc, je vais payer de ma poche. Voilà. Ce sont des petites actions au quotidien que nous essayons de faire, et puis surtout politiquement, je me bats pour que... Parlons un peu de la crise sociale qui est menée par les SLEG, y compris les syndicalistes dans nos mines. On a récemment vu un syndicaliste arrêté, emprisonné injustement. On a les SLEG qui menacent notre grève jusqu'à présent, et même s'il a un peu mis en parenthèse, quelle est la solution que connaissez-vous pour le gouvernement
prochain gouvernement par rapport à toute cette crise sociale? Vous savez, quand on est hors du gouvernement, il est facile de venir en donneur de leçons et de donner des conseils. Écoutez, je me garderai bien de donner des conseils au gouvernement parce que je ne suis pas moi en gouvernance. Je sais ce que moi j'aurais fait face à des syndicats comme M. Souma. Je sais ce que je n'aurais pas fait surtout. C'est-à-dire que je n'aurais pas menacé les radios de fermeture si quelqu'un le faisait passer. Je n'aurais certainement pas mené la crise de cette manière-là parce que je trouve que le président de la République, qui doit être dans une démocratie normale, le dernier rempart, dont la parole doit être rare, c'est l'arbitre. C'est un peu mêlé un peu de tout et de n'importe quoi. Voilà. Sa parole devient à mes yeux inaudible. À force d'être partout, on le voit nulle part. Donc il devrait, ça c'est le conseil que je me permettrais humblement de lui donner, se faire moins rare, plus rare, pardon, et puis être là au moment où les Guinéens en ont besoin. Voilà, ça c'est l'action du président de la République. Pour Souma, écoutez, moi j'ai suivi ça de loin, je trouve qu'on en a fait un martyr à partir du moment ou plutôt une victime, à partir du moment où on l'a pourchassé, on a essayé de l'emprisonner, de le faire arrêter. Effectivement, il était dans son rôle. La légitimité de Souma, et c'est la légitimité en démocratie, il la tient de sa base. La base, on l'a bien vu, à chaque fois qu'il a donné des mots d'ordre, à cette époque-là, la base le suivait. Il a paralysé l'éducation guinéenne pendant 1 voire 2 mois. Bon, sa légitimité, il la tient là. Du coup, est-ce qu'il devient illégal quand même? Mais justement, quand je vous parle de légitimité, je n'ai pas envie de rentrer dans ce fameux débat qui, à mon avis, n'avait pas lieu d'être, le débat de la légitimité ou de la légalité. Un homme qui lance un mot d'ordre, où 80% des enseignants le suivent, il devient légitime. Point final. Voilà, ça, le reste... Laissez-moi finir. Le reste, c'est un faux débat. Je vous écoute. Et pour le cas des syndicalistes qui a arrêté emprisonné? Alors, je ne peux pas me prononcer sur le sujet. Oui, je sais, mais je ne peux pas me prononcer parce que je n'ai pas le fin fond de l'histoire. Est-ce que, par exemple, l'intervention du président, le fait qu'il a dit publiquement j'ai ordonné mon gouverneur de Boki d'arrêter un syndicaliste et de le ramener dans la capitale? Je trouve que le président n'est pas dans son rôle. Point final. Il n'est pas dans son rôle. Il n'est pas dans son rôle. Il n'est pas du ressort du président d'ordonner l'arrestation d'un syndicaliste qui est dans l'exercice de ses fonctions. C'est très dangereux pour la démocratie. Alors, il y a peut-être des dessous que moi je ne maîtrise pas, mais au demeurant, je vous dirais que le président n'est pas dans son rôle, qu'il n'aurait pas dû donner cet ordre-là. Les sociétés minières en Guinée aussi, on a vu votre intervention, vous dites que les Chinois, les patrons chinois qui sont dans les mines en Guinée sont assez dans des difficultés et qui empêchent nos travailleurs dans les mines d'évoluer. Est-ce que vous dites la même chose actuellement aussi? Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai fait un constat économique. Vous avez dit qu'ils sont malheureux. Leur gestion est malheureuse en Guinée. Non, attendez. J'ai dit que c'était une économie malheureuse et une économie d'exportation. Je vais m'en expliquer. Les Chinois arrivent en Guinée ou en Afrique en général avec l'idée de nous faire croire qu'ils veulent développer le continent. Bon, nous savons qu'ils sont là pour nos matières premières. Nous subissons 3 triples peines. La première, c'est que les infrastructures qu'ils nous proposent ne sont pas des infrastructures pérennes, elles ne sont pas bien construites. Lorsque vous construisez une autoroute, normalement elle doit durer entre 10 et 20 ans. Vous avez remarqué ici que nos routes ou nos autoroutes duraient maximum 5 ans, ça c'est au mieux, au pire 3 ans. Donc ça veut dire qu'il y a mal-donne. Laissez-moi finir. Non, mais attendez, vous m'avez posé une question sur les Chinois, je vous réponds. Il y a mal-donne, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que, je vous donne un exemple pour l'hôtel Kaloum, qui a été construit récemment, ou d'autres infrastructures en Guinée. Les Chinois arrivent avec des financements chinois de Helsing Bank, et ils arrivent avec leur main-d'œuvre, qui sont en général des prisonniers chinois qui viennent faire leur peine dans les pays africains pour construire des édifices. Mais cela se fait au détriment de nos travailleurs, de la main-d'œuvre locale, ce qui fait que vous avez une baisse du chômage drastique, parce que vous avez une main-d'œuvre qui arrive de l'étranger et qui vient s'ajouter, ou plutôt qui vient supprimer les emplois que nous pourrions créer pour nos travailleurs locaux, au détriment de l'emploi et de la formation. Parce que vous savez que lorsqu'on sort d'une école de formation, notamment dans le bâtiment, c'est en exerçant
que l'on devient justement forgeron ou bâtisseur. Ouais. Donc voilà ce contre quoi je me bats. Je ne suis pas contre les Chinois. Je suis contre leur côté néfaste vis-à-vis de l'économie africaine et guinéenne en particulier, parce qu'ils ne créent pas de l'emploi. Il n'y a pas, à mes yeux, en termes de formation et d'emploi, de la valeur Je ajoutée. pense que vous avez lu le code minier guinéen. Oui. Est-ce que c'est un code tout à fait normal et qui est favorable aux travailleurs guinéens? Non, il n'est pas favorable. Il est peut-être favorable dans les faits, dans la lettre, aux travailleurs. Il se trouve que sur place, l'économiste que je suis, je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat, il n'y a pas de création d'emplois effectifs pour nos travailleurs. Et il y en a, puisque je sais que le président de la République, et ça, il faut quand même le remercier là-dessus, s'en est rendu compte. Donc il a exigé que des travailleurs locaux soient maintenant employés. C'était une très bonne rectification au niveau de l'orientation qui était prise par les Chinois. Mais j'ai dénoncé ça à une période, je vous signale que ça fait 4 mois. Ouais. Et qu'en 4 mois, effectivement, les choses ont évolué, puisque le président de la République, là, alors pour le coup, qui était dans son rôle, s'en est mêlé et a ordonné que l'on travaille, plutôt que l'on emploie des gens de Bokeh, de Kamsa, et c'est en train d'être fait. Parlons un peu de la zone économique spéciale Oui. de Bokeh. Oui. Est-ce qu'il est normal de prendre un décret, d'attirer par exemple cette zone, cette localité, cette région d'une zone économique et sociale? Je n'ai pas compris votre question. Parlons un peu de la zone économique et sociale. Oui. Un décret qui a été pris par le président pour pouvoir assouplir la grève. La législation ou la grève? La grève des travailleurs dans nos mines. Oui. Est-ce qu'il est normal pour un président de la République de prendre un décret et de prendre une zone de Bokeh comme une zone économique et sociale? Oui, une zone économique et sociale. Vous savez, il faut qu'on arrête ce manichéisme en Guinée. Moi, je suis de l'opposition, d'accord? Lorsque une bonne initiative économique est prise, que ce soit par le président de la République ou par son gouvernement, je serai toujours le premier en tant que Guinéen à crier bravo. C'est une très bonne chose, les zones économiques et sociales, parce que ça permet d'abord d'abaisser le coût des charges des entreprises qui viennent en Guinée, puis ça permet de développer la région. La question que l'on doit se poser, c'est où va l'argent, les impôts qui sont payés par les sociétés minières, qui sont payés dans les communes, dans ce qu'on appelle les communes rurales. Laissez-moi finir. Où va cet argent? Qu'est-ce que les élus locaux font en termes de développement économique? Je vous signale que nous sommes dans un processus de décentralisation. Donc, il en revient aux régions, aux communes, aux mairies, de développer avec l'aide de l'État, sous la tutelle de l'État, leurs régions. Alors, il faut arrêter avec ce tout État. Moi, je suis un libéral. Je n'attends pas tout de l'État. J'attends que l'État mette les moyens en place pour que nous puissions nous développer. Et c'est ce que le président de la République a fait en mettant cette zone économique spéciale. Quelles sont les solutions, par exemple, pour pouvoir rendre transparente la gestion de nos économies locales, de nos plus de contrôle. Il faut que l'État joue son rôle. Vous avez, dans n'importe quel pays démocratique, des instances qui sont chargées de veiller à la bonne utilisation des comptes publics. Ça s'appelle la Cour des comptes, et puis ça s'appelle les magistrats financiers. Il faut que le président de la République, s'il veut en finir avec la corruption, crée un pôle spécial financier avec des magistrats spécialisés, des policiers spécialisés, surqualifiés et très bien payés. Pour qu'on en finisse avec cette gabegie financière et cette corruption endémique qui commence au sommet de l'État et qui finit avec nos élus locaux. Parce que quand vous voyez la manne financière qui est dégagée de Bokeh, et vous voyez l'état dans lequel la ville se trouve, il y a une anormalité absolue. Et il est temps que l'on se penche sur ce phénomène-là. Pensez-vous que nos mines peuvent développer la Guinée? Je crois que c'est un tout qui va développer la Guinée, mais ce sont d'abord les hommes. Je crois en la valeur ajoutée des hommes et des femmes politiques qui vont arriver dans ce pays. Parce que nous sommes le pays, je vais reprendre un poncif, une vue de l'esprit, nous sommes le pays le mieux doté en termes de ressources minières de toute la sous-région. Si les ressources minières de notre pays étaient bien gérées et bien redistribuées, chaque Guinéen, je dis bien chaque Guinéen, et nous sommes que 12 millions d'habitants, pourrait vivre pendant des années en touchant 1000 $ par mois sans travailler. Je vous le dis. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire qu'il y a la majeure partie de nos ressources sont captées par une infinie partie
de gens qui sont soit proches du pouvoir, soit par les actionnaires qui, eux, quoi qu'il arrive, ne réinvestissent pas dans le pays. Ils prennent leurs dividendes et vont investir chez eux. C'est à nous de faire en sorte, nous les hommes politiques, nous les femmes politiques de ce pays, de faire en sorte que la donne change et que l'on développe enfin notre pays. Regardez, nous sommes dans un endroit ici qui s'appelle l'Hôtel Nouveau. C'est un investissement privé, contrairement à ce que la rumeur a couru que ça appartenait à l'un des proches du président de la République. Non, je connais très bien. Le directeur, l'Onomo est une chaîne. C'est un investissement succinct privé. Ce sont des gens qui sont venus, qui ont investi 15, 20 millions de dollars et en prenant des risques. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à attirer dans notre pays. Parlons un peu des partis groupes. Quelles sont ces valeurs? Alors, les valeurs du parti groupe, elles sont multiples, mais je vais vous en donner deux. C'est l'antisystème, premièrement. Et puis la valeur absolue, c'est l'honnêteté et le patriotisme économique. Les partis assument toujours sa position politique actuelle? Oui, évidemment, si on ne l'assumait pas, je ne serais pas là en train de vous parler en tant que membre de l'opposition républicaine. Parce que votre président est actuellement en forêt, je pense, pour un repos ou bien quoi? Où est-ce qu'il est? Il est dans son... réellement perdu le temps par rapport à l'espace politique guinéen. On ne le voit plus dans les médias et on ne le voit plus à la télé. Il est toujours dans son coin silence et tout ça. Mais vous savez, c'est un truc de journaliste que de penser que la politique se fait uniquement à Conakry. Okay. D'accord. La Guinée est vaste. Le président Papakoli parle à peu près tous les dialectes de notre pays. Ouais. Il est à l'aise dans le Fouta, il est à l'aise en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, en Basse-Côte. Donc il est aujourd'hui, il fait de la politique de proximité. Il est avec les gens en train de se préoccuper de leurs problèmes. Il se questionne aussi, ce qui est normal. Il prend du recul. Et je pense que c'est un geste plutôt de sagesse que de faire cela. Il est dans son fief, en train de discuter avec la population, au plus proche des gens, ce qu'on appelle la politique de proximité. Et ça, je l'encourage à le faire. Laissez-moi vous poser cette question. Je vous écoute. Êtes-vous recruté par les partis ou bien élu au poste de vice-président? Alors, il y a eu une polémique sur Facebook récemment, donc je vais en profiter pour mettre fin à ce débat. Papakoli a reçu mandat du bureau politique du parti groupe de venir me voir pour me coopter dans le parti. C'est Papakoli qui est venu me chercher avec l'accord et le mandat du bureau politique. Nous avons eu des discussions très claires qui ne regardent que lui et moi. Et ce que je puis vous dire, à huis clos, ce que je puis vous dire. Ça ne l'a pas. Non, attendez, vous voulez polémiquer ou vous voulez une explication? Une explication. Quand je vous dis que Papakoli a reçu mandat du bureau politique, Okay. cela veut dire qu'il a reçu mandat de la base, Ok. puisque le bureau politique représente la La base. base. Bon, donc je vous le redis, Papakoli a reçu mandat du bureau politique de venir me voir pour me coopter et me faire venir dans le parti. D'accord? À partir de ce moment-là, les statuts ont été modifiés. Ok. Avec en prévision la création. Non, mais vous savez, les gens parlent beaucoup. Donc profitez de l'explication très claire que je vous donne et vous appellerez le président Papakoli qui vous le confirmera. Donc les statuts ont été modifiés à cette occasion-là, qui ont prévu 2 postes de vice-président. D'accord? Il se trouve que le président Colli est en région, que ce qui nous préoccupons d'abord, c'est de faire grandir le parti, et qu'effectivement les choses n'ont pas été mises au clair. Mais je ne vais pas continuer cette polémique vaine qui a été mise en place par certains membres du parti, parce que j'ai l'habitude de régler le linge sale en famille. Nous avons fait une réunion récemment où les gens ont été remis à leur place par le président Papakoli lui-même, et nous allons faire une deuxième réunion pour clarifier les choses, parce que je puis vous dire que plus jamais cela n'arrivera à l'intérieur du parti, que des responsables du parti règlent leurs comptes sur Internet. C'est inadmissible. Voilà, donc j'espère que vous avez une réponse claire. Je suis le vice-président du parti groupe qui a été coopté par Papakoli Kourouma sous mandat du bureau politique. Quels sont vos rapports avec Dadis et l'ancien capitaine Dadis, président de et les responsables du parti de Jean-Marc Doro? Ils sont, pour ma part, le président Dadis, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone, mais je le dis et je le redis, il a été mon patron et je demeure extrêmement respectueux à son endroit.
c'est quelqu'un pour qui j'ai une amitié profonde et sincère, parce que j'ai été là à une période où tout le monde l'avait abandonné. Donc ça, je peux m'enorgueillir de ça. C'est aussi ça un homme. C'est aussi ça un homme politique. C'est d'aider et d'ailleurs de continuer à aimer ses amis lorsqu'ils ne sont plus au pouvoir. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait et j'en suis extrêmement fier. Quant à l'UPG, je vous l'ai dit, moi je viens de l'école de Jean-Marie Doré. Je vouerai à cet homme un respect absolu et à vitam aeternam. J'ai d'excellents rapports avec le grand frère Matos. Je n'en dirai pas autant de certains membres de l'UPG, mais je garde, mon cœur est à l'UPG parce que je suis quelqu'un qui a eu la chance de bénéficier d'un cours accéléré de la politique guinéenne par l'un Qu'est-ce que vous retenez de vous? par l'un des plus grands hommes politiques du Guinée qui s'appelait Jean-Marie Doré. Qu'est-ce que vous retenez de vous? Écoutez, je retiens de cet homme une intelligence hors norme, une connaissance de la Guinée sur le bout des doigts, et des hommes et du personnel politique guinéen. Et puis la plus grande chose, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire lorsque je lui ai rendu hommage au Palais du Peuple, c'est un homme qui m'a transmis le patriotisme. En tous les cas, qui me l'a révélé. Je l'avais déjà en moi, mais il me l'a transmis. Dans un article que vous avez écrit, vous avez dit, citamment, je ne travaille jamais avec l'Hyper Fakonde. Absolument. Vous confirmez cela? Je confirme et je vais confirmer ma pensée. Et pourtant, d'après... Laissez-moi finir, Okay. je vais confirmer ma pensée. Okay. J'ai effectivement, alors pour le coup, vous voyez, c'est là où je suis quelqu'un de droit dans mes bottes, Ouais. j'ai effectivement précisé que jamais je ne travaillerai avec le président Alpha Condé, en précisant deux choses. La première des choses, c'est que je me suis rendu compte que les ministres du président Alpha Condé n'avaient pas les moyens de faire de la politique. D'accord. Les moyens. Tout se Financiers. décidait, non, les moyens psychologiques, tout se décide à sectoriel. On est dans une hyper-présidence. Or, si moi je prends un ministère un jour, c'est pour y amener du neuf, du nouveau et pour le réformer. Donc dans ces conditions-là, effectivement, je ne pourrais pas travailler avec Monsieur le Président de la République. La deuxième des raisons, c'est qu'à l'heure actuelle, j'appartiens à un parti d'opposition républicaine. Donc, à moins que mon parti bascule demain dans la mouvance, et ça, il en reviendra au président Papakoli de le faire ou pas, je ne pourrais pas, dans l'heure, effectivement, travailler avec le président de la République. Je travaillerai avec lui si jamais il me demande des réflexions pour le bien-être du pays. Je suis pour que l'opposition républicaine collabore avec le président de la République sur certains aspects de la vie économique de notre pays. C'est indispensable qu'il y ait une communication de l'opposition avec le président de la République. C'est même un devoir d'homme politique que de le rencontrer, que de lui soumettre des idées. Maintenant, de là à rentrer dans son gouvernement, c'est tout autre chose. Je ne suis pas un homme politique seul, je suis un homme politique qui est le vice-président d'un parti. Et ce parti a aujourd'hui une orientation politique que j'entends suivre parce que je suis un homme de fidélité.